Alors, c'est en réponse à une mission confiée par la Première ministre sur la stratégie de financement de la filière musicale en France que le sénateur Julien Bargeton a proposé dans son rapport d'instaurer une contribution spécifique des plateformes de streaming pour financer précisément le Centre national de la musique. On parle d'une taxe qui pourrait être de 1,5% sur les revenus du streaming musical. Alors quel est l'accueil réservé par les professionnels à cette proposition? Quels seraient les impacts aussi de cette taxe? Est-ce qu'on risque de voir les abonnements à la hausse avec nos plateformes de streaming? Est-ce qu'on risque de voir baisser aussi les redevances versées aux producteurs et artistes pour l'exploitation de leur catalogue? On en parle avec Bruno Bouteleux, le directeur général de l'ADAMI. L'ADAMI, pour rappeler, donc vous êtes au service des artistes, des auteurs, vous les aidez dans la gestion de leurs droits, la défense de leurs intérêts et puis les aides aussi financières aux projets et accompagnement de carrière. Avec vous sur ce débat, Rémi Bouton, pionnier des radios libres. Vous êtes le responsable stratégie chez Wiseband. Là aussi, vous êtes au service des artistes et des labels indépendants, plus spécifiquement, pour les aider à trouver quoi? Leur bon modèle économique? Pour les aider à gagner de l'argent avec leur musique. Donc ce sont des artistes qui sont souvent eux-mêmes entrepreneurs ou des petits labels, et on les aide à mettre leur musique sur les plateformes, les Spotify, Amazon, etc., et donc à générer de l'argent pour développer leur projet. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont devenus des entrepreneurs. Un groupe d'artistes aujourd'hui, c'est une start-up, en fait. C'est la même chose. Ça va faire son marketing. Bon. Alors, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou au contraire désespérant, cette proposition d'instaurer une taxe sur le streaming musical? Désespérant. Pour moi, c'est désespérant. Alors, je ne sais plus quel homme politique disait en France un problème, une taxe. Voilà, on a un problème, on crée une nouvelle taxe sans regarder au fond des choses. Pour moi, ce rapport ne va pas au fond des choses. Ce rapport est simplement la liste des desiderata des différentes professions de la musique, mais il n'y a pas d'étude de fond. Il n'y a pas de connaissance au fond de la manière dont se développent les artistes aujourd'hui. Le métier a fondamentalement changé ces 20 dernières années avec le numérique. Aujourd'hui, les artistes sont des entrepreneurs. Pourquoi aller chercher de l'argent? Dans quel sens? Pourquoi en faire? Je pense que la première question doit quand même être là. Et ensuite, pourquoi aller taxer des jeunes artistes émergents qui arrivent à mettre tout seuls leur musique en ligne, justement, et qui n'ont pas accès aux subventions derrière, qui n'ont pas accès au CNM derrière. Alors Rémi, vous dites aller taxer les jeunes artistes. C'est pas ce que propose le rapport. Le rapport propose d'aller taxer les plateformes de streaming musical. Ça revient même. Les plateformes de streaming aujourd'hui perdent de l'argent. Celles qui font que de la musique. Deezer, Spotify perdent de l'argent. Les seules qui gagnent de l'argent, c'est celles qui font autre chose. C'est Apple, c'est Amazon, c'est Google, qui se servent de la musique comme produit d'appel. Celles qui ne font que de la musique perdent de l'argent. Comment penser qu'on va leur mettre une taxe et qu'elles ne vont pas la répercuter sur les artistes ou sur les consommateurs? Soit les abonnements vont augmenter, ils n'ont pas augmenté en France depuis 2007, les abonnements n'ont pas augmenté, vous voyez l'inflation qu'il y a eu, là on donne à Deezer et à Spotify une excellente raison d'augmenter les abonnements. Donc si le but du jeu c'est d'augmenter le prix de la musique pour les consommateurs, pourquoi pas? Cette taxe est une bonne idée. Si le but du jeu, c'est d'aider la musique, d'aider les artistes, d'aider la diversité, à mon avis, il était possible d'aller chercher l'argent ailleurs. Il ne faut pas oublier que la musique est taxée à 20%. Ce qui n'est pas le cas du spectacle vivant, de la presse. Il y avait d'autres systèmes de taxes. Alors, on va parler des autres options, évidemment, mais déjà, on va s'intéresser quand même à ce rapport. Vous avez été consulté l'ADAMI Oui, l'ADAMI a été consultée, effectivement, comme bon nombre de composantes de la filière musicale. La filière musicale, elle est consensuelle sur l'idée que la musique enregistrée est probablement l'industrie culturelle la moins subventionnée aujourd'hui, par l'État, j'entends, moins que le cinéma, moins que le livre également. Et cette filière musicale aujourd'hui, avec l'arrivée du streaming musical, elle est confrontée à des enjeux stratégiques majeurs, internationaux, comme jamais elle ne l'a été. Il y a de véritables opportunités, notamment à l'export. Donc l'idée d'avoir une taxe qui alimente enfin de manière pérenne cette filière musicale est une bonne idée. Là-dessus, il y a un consensus. Après, il y a la question du moyen pour y parvenir. C'est là où le bas blesse, parce qu'en taxant les plateformes de streaming musical, eh bien d'une certaine manière, ce qu'on donne à Clara,
on le reprend à Luciani. Et c'est ça qui ne va pas dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Le fait de travailler uniquement sur le champ musical et sur ce qui est a priori aujourd'hui l'avenir de la filière musicale, à savoir les plateformes de streaming musical, qui certes brassent aujourd'hui des milliards, mais sont encore dans des phases de développement économique, ne nous paraît pas être la meilleure des options. Alors je ne sais pas si c'est désespérant, mais a priori, entre bonne pioche et mauvaise pioche, je suis plutôt du côté mauvaise pioche. D'accord. Expliquez-nous quand même plus précisément quelle est la mission de ce Conseil national du numérique. Donc il s'agit visiblement de trouver un financement pérenne. Vous nous parlez du Centre national de la musique. Le Centre national, le CNM. Oui, de la même manière qu'on a depuis 1946 pour le livre et le cinéma un centre national qui encadre, qui accompagne ces industries culturelles majeures, avec toute l'importance qu'elles ont pour la culture des Français et pour le rayonnement, la souveraineté culturelle de notre pays. Il y avait également besoin d'un établissement du même type pour rassembler la filière musicale et lui assurer des financements qui, encore une fois, soient pérennes. Donc l'enjeu autour d'un centre national, il est très important. On a besoin de cette institution. Elle a 3 ans. Quelles ont été ses actions? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Elle a fait un énorme travail durant la crise sanitaire. Dans cette période où le monde de la culture a énormément souffert, si on n'avait pas eu un centre national comme le Centre national de la musique, je ne suis pas certain que l'action des pouvoirs publics en direction du secteur spécifique de la musique aurait été aussi efficace. Donc il y a des enjeux importants, mais pas que de financement. Je termine juste là-dessus. Il y a des enjeux d'observation aussi, de production de données. Si le cinéma et le livre vont bien, c'est parce qu'il y a à un moment une autorité publique qui a vocation, par la loi, à produire des données économiques objectives sur les filières qu'il représente. Nous n'avons pas ça dans le domaine de la musique, c'est la vocation première du CNM, et c'est en cela aussi que l'établissement est essentiel. Même regard sur ce centre national Alors oui, mais là où le bas blesse justement, c'est d'aller chercher de l'argent alors qu'on n'a pas encore les données. C'est-à-dire que le centre national de musique est encore extrêmement jeune. Peut-être faudrait-il aller chercher les données, être capable de mesurer la vitalité de la filière musicale, ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire, avant de savoir où aller chercher l'argent et comment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... C'est-à-dire de l'argent pour quoi faire? C'est de l'argent pour quoi faire et comment mesurer l'impact. Parce que c'est bien... Est-ce qu'il faut des subventions? Est-ce qu'il faut des partenariats? Est-ce qu'il faut de l'investissement? Comment est-ce qu'on mesure l'action du CNM? Pour l'instant, on n'a pas ces outils-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, peut-être à la différence du CNC pour le cinéma ou du CNL pour le livre, la musique est une matière extrêmement fluide, extrêmement agile. Attention à ce que l'État ne sclérose pas ce monde qui évolue extrêmement vite en cherchant à imposer, à conserver des anciens modèles et à ne pas savoir accompagner la manière dont la musique évolue chaque année. On parlait de blockchain tout à l'heure, aujourd'hui vers le Web 3. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui bougent. L'État n'est pas forcément toujours suffisamment agile pour ça. Donc le CNM peut-être aurait aussi à gagner en agilité. Alors, si je reviens sur cette proposition de taxe, est-ce que ça vous semble évident qu'on va avoir une hausse des abonnements pour les utilisateurs, pour les abonnés? Pas nécessairement. En effet, ça ne va pas de soi, et c'est la grande inconnue qui est attachée à la proposition de ce rapport. Malgré tout, le risque existe, et il est d'autant plus fort que au contraire il y a quelques années, lorsque le modèle du streaming a commencé à s'installer, le rapport de force était très favorable aux ayants droit, parce qu'ils détenaient les catalogues et que donc, pour une économie naissante, il fallait se plier aux injonctions des ayants droit. C'est-à-dire que c'est en gros les producteurs... Vous détenez toujours les catalogues. Bien sûr, mais aujourd'hui, sans l'économie du streaming, la filière musicale n'existe pas. Et donc les rapports de force ne sont pas les mêmes. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas certain que cette taxe streaming ne sera pas répercutée à un moment sur les contrats avec les producteurs, les artistes ou les auteurs, ce qui veut dire que l'assiette de la rémunération va baisser. Autrement dit, on va d'un côté, par la baisse de cette assiette de rémunération, certes pouvoir financer de nouveaux projets, mais ce sera financé finalement de la même main que ceux qui en bénéficieront au final. Et donc là, on n'est pas complètement dans le cercle vertueux attendu de la part d'un établissement public et d'une intervention publique de l'État. Ce que j'entends, c'est que les discussions entre les ayants droit et les plateformes de streaming sont très tendues.
Non, elles sont tendues comme des relations de business entre des entreprises ou des personnes qui sont sur un même métier mais qui n'y sont pas du même point de vue. Donc là, on est dans des logiques commerciales habituelles. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de. Mais cette taxe, quand même, pourrait jouer contre vous, finalement, dans le rapport de force avec les plateformes de streaming. Mais bien sûr, les plateformes aujourd'hui ne sont pas rentables. Hein. Deezer, je crois, a perdu 160 millions l'an dernier, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a une taxe de 1,75% sur le chiffre d'affaires en plus, c'est quoi? C'est 1,75% qui vont perdre en plus. Comment ils vont faire? On veut soutenir l'industrie française, c'est formidable. Deezer, qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires en France, va se retrouver plus taxé. Il va forcément y avoir besoin de se rattraper. Soit j'augmente les tarifs, soit je baisse les rémunérations, ou en tout cas, je n'augmente pas les rémunérations des catalogues. Ça semble à peu près évident. Spotify perd aussi de l'argent encore aujourd'hui. On est encore dans des modes... Ecobuzz aussi. Hein. Ecobuzz, bien sûr. Très français. Ecobuzz, qui est très français aussi. Donc, et puis, pour moi, il y a le symbole. C'est-à-dire que le symbole d'aller chercher de l'argent chez les artistes émergents, chez les artistes aussi de musique urbaine, qui, en effet, font l'essentiel de leur business. Parce que chaque artiste a son modèle économique. Oui. Certains vont gagner de l'argent sur le spectacle vivant, d'autres vont gagner de l'argent parce qu'ils sont salariés d'orchestre, d'autres dans l'enseignement, d'autres ça va être le streaming, leurs ressources. Ceux qui émergent, qui arrivent sur le marché, qui gagnent de l'argent grâce au streaming, on va prendre de l'argent là et ils ne vont pas le retrouver ailleurs parce qu'ils n'auront pas un producteur. Ils sont eux-mêmes producteurs. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire des dossiers de subvention, à récupérer de l'argent. On va leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Ça va être très compliqué. On va leur demander un travail administratif phénoménal, de s'inscrire dans 15 sociétés de gestion différentes, de remplir 12 000 dossiers pour récupérer un petit peu de cet argent-là. À mon avis, si on veut favoriser la vitalité, il faut plutôt rendre les choses simples plutôt que de les rendre compliquées. Ce rapport, il a plein de qualités. L'inventaire des problématiques est fait, mais il a fait un peu trop rapidement l'impasse sur les autres solutions. La rémunération des artistes sur le streaming, c'est un quart de ce que l'État encaisse sur un abonnement de streaming, avec 20% de TVA. Une dérivation d'une partie de la TVA, par exemple, comme l'État semble l'envisager pour financer l'audiovisuel public, ce qui veut dire que c'est possible, aurait été... bien plus intéressante et absolument indolore pour la filière musicale. Là, c'est vraiment du new money, comme on dit, d'accord? Alors que là, la proposition proposée, c'est pas vraiment du new money. Aller chercher plutôt une dérivation de la TSN, la taxe sur les services numériques, qui couvre un champ beaucoup plus large en termes de chiffre d'affaires, était également une autre solution. Ces solutions ont été... Et la redevance pour la copie privée? Alors, la redevance pour la copie privée, elle finance l'établissement public déjà. Des organismes comme l'ADAMI, la SACEM, nous contribuons au financement de l'établissement public à travers la redevance pour copie privée. C'est pas suffisant aujourd'hui pour financer la filière ? A priori non, parce qu'il y a des enjeux, notamment à l'export, qui requièrent des moyens nouveaux. Donc ça n'est pas suffisant. C'était suffisant jusqu'à présent dans un contexte qui n'était pas celui du streaming. Encore une fois, le streaming, il offre des possibilités, des opportunités énormes pour la musique française. Il n'y a plus de domination du répertoire américain sur la musique mondiale. Cette époque est derrière nous. Mais si on veut bien embrasser la nouvelle époque où effectivement chacun a sa chance, quelle que soit sa nationalité, grâce au streaming, il faut s'en donner les moyens. Et quel genre d'investissement ça nécessite, ça, de travailler sur l'export de notre musicale ? On avait un bureau export de la musique française qui a parfaitement répondu aux attentes dans le monde physique et qui, avec les moyens à moyens égaux, aujourd'hui, n'est pas en capacité de répondre aux enjeux de marketing, d'accompagnement, de promotion, qui doivent être colossaux. Vous savez, en streaming, c'est des centaines de milliers de titres par jour qui sont uploadés, d'accord ? Donc pour émerger dans un magma comme celui-là, il n'y a pas 36 solutions, vous devez mettre des moyens. Et donc des moyens en promotion, en marketing, dont la filière ne dispose pas en propre. Et comme c'est aussi un enjeu de souveraineté culturelle, ça justifie véritablement l'intervention publique. Mais encore une fois, le choix qui est fait ne nous semble pas être le meilleur choix. Je reviens à ma TSN, à ma TVA, il y avait là des enjeux importants. Vous êtes d'accord sur ces autres pistes qu'on aurait dû davantage étudier ? Bien sûr. Bien sûr, déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on disait autrefois, me semble totalement aberrant. Pourquoi est-ce que la musique enregistrée reste taxée à 20% quand votre entrée au cinéma est à 2,5%, quand la presse est à 2 ou 3%? S'il y a vraiment
un besoin, si l'État découvre enfin qu'il faut aider les musiques populaires, la première réponse, c'est pas de la taxer. Enfin, franchement. C'est de baisser la TVA et avec cet argent-là, de mener des actions d'intérêt général. Sur l'export, oui, il y a besoin d'argent, oui, il y a besoin de réseau, oui, il y a besoin de marketing. Attention, parce que la souveraineté nationale, si c'est faire du marketing sur TikTok et sur Instagram, ça pose des questions quand même. Est-ce qu'avant d'investir dans le marketing, il ne faut pas aussi reposer la question justement des médias qu'on a en France, hein. Par exemple, on a une presse musicale aujourd'hui qui est en train de mourir à petit feu. Est-ce qu'il ne faudrait pas aider aussi des médias français, des outils français, plutôt que de financer... D'utiliser l'argent public pour la promotion de notre production musicale, non pas pour verser cet argent sur des plateformes étrangères, mais déjà utiliser nos propres médias. Au moins se poser la question. Ou alors on se dit, en effet, c'est foutu, nous n'avons plus la souveraineté nationale, donc on est obligé de défendre nos artistes nationaux sur des plateformes américaines et chinoises. Mais pour moi, c'est pas une réponse, ça. C'est pas comme ça qu'on défend notre souveraineté nationale. Après, donc, il s'agit de jouer à armes égales aussi... avec nos compétiteurs. Oui, mais réfléchissons à ce qu'on peut faire, à comment on peut construire éventuellement nous-mêmes en Europe ces plateformes-là. Ça, je pense, c'est important. Et sur l'export, l'autre question, c'est est-ce que la subvention est le seul modèle ? Dans d'autres domaines, et vous les connaissez tous, industriels et autres, on a bien sûr de la subvention, mais on a aussi de la prise de participation. Qui va permettre, si jamais l'artiste a du succès à l'étranger, de réinjecter de l'argent pour d'autres artistes. La subvention, on investit à fond perdu, donc chaque année on va mettre de l'argent, et quand il y a un succès, pourquoi est-ce que le succès ne fait pas revenir un petit peu d'argent dans la machine ? Ça serait peut-être aussi des outils de financement pour le Centre national de la musique. La discussion est close sur ce sujet de taxe ou pas totalement selon vous ? Je ne crois pas qu'elle soit close. Parce que le juge de paix dans tout ça, malheureusement, ce ne sera pas le sénateur Bargeton, il le sait, hein, ce sera Bruno Le Maire. C'est à Bercy que les choses vont se décider, voire à l'Élysée, parce que les arbitrages à rendre sont quand même également hautement politiques. Donc, et nous sommes dans un contexte économique aussi extrêmement compliqué, où on sait que... l'heure n'est pas à la création de taxes nouvelles. Donc, malheureusement, le combat n'est pas terminé, quelle que soit son issue. On sait que là-dessus, nous serons confrontés à encore quelques difficultés et encore quelques épreuves à franchir. Parce que ce rapport, donc il y a eu 6 mois quand même de travail en amont, avec la filière. Vous avez été consulté. Alors, je ne crois pas que Wiseband... Non, on a demandé, mais on ne devait pas être dans la liste faite par le ministère de la Culture. Donc, on n'a pas pu être reçu. Mais au final, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité. Enfin, tout le monde ne se réjouit pas du résultat de ce rapport au sein de la filière. Donc, comment vous allez pouvoir agir pour le fait qu'il n'y ait pas d'unanimité, transformer la taxe ça ne en une autre pas. option qui vous semble plus pertinente? Il y a une chose sur laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur laquelle il y a un consensus absolu, c'est qu'il y a besoin d'un financement pérenne pour un établissement qui a vocation à servir cette filière musicale qui recouvre des enjeux culturels importants. Et c'est la solution, c'est une taxe qui, comme pour le spectacle vivant, comme pour le cinéma qui bénéficie d'un certain nombre de taxes, permet à une filière d'exister. Voilà, il y a toute une partie de ces filières qui ne peut pas s'auto-financer et qui a besoin de financement complémentaire. Donc ça, c'est quand même un socle important. Après, sur les modalités, oui, il y a des désaccords. Nous sommes critiques sur cette taxe sur les plateformes de streaming musical. C'est ce qu'on a essayé de faire venir tous ceux qui ont travaillé et qui défendent ce rapport Bargeton en plateau, mais ça n'a pas été possible. Bon, dommage. Écoutez, maintenant, ça va jouer donc dans les cabinets. Oui, maintenant, tout le jeu, c'est dans les cabinets. À mon avis, ça va se jouer entre Bercy et l'Élysée. Il y a à faire vivre cet établissement qui, sans ce financement-là, aura du mal à remplir l'ensemble de ses missions. Donc maintenant, on est au pied du mur. Il faut trouver une solution. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rémi Bouton de Wiseband et Bruno Bouteleux de l'ADAMI. Vous nous avez éclairé quand même sur les tenants et les aboutissants de ce rapport. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler du marché des cryptos.